Bonjour à tout le monde. Je m'excuse avec tout le monde, mais si je parlais en français, oui, vous devez m'écouter en italien. Je ne parle pas français. Le travail que je fais, moi, c'est un travail très beau, très intéressant. Comme disait le collègue tout à l'heure, moi aussi j'arrive d'une expérience de directeur de district. Bon. Ce dont je veux parler aujourd'hui, le travail que je suis en train de faire sur le territoire de Ferrara. Ferrara est une ville moyenne, oui, en Émilie-Romagne, connue, importante, avec beaucoup d'histoire, une ville de 1400 comme âge. Une ville très très belle et je suis très honoré de diriger la santé de cette région. Voilà comment est placé géographiquement. Vous voyez Ferrara a une partie sur la mer, jusqu'à peu près la moitié de la région de l'Émilie-Romagne, qui est un territoire très grand, donc difficile à suivre, très vaste, avec une distribution énorme de population sur tout le territoire, qui est distribuée sur tout le territoire. Et donc, ça crée des difficultés pour suivre le discours du collègue tout à l'heure. C'est un territoire où la population âgée est majoritaire. Et oui, il y a des index de vieillissement très hauts, très élevés, un peu comme ceux de la Ligurie. Donc, il faut qu'il y ait en même temps, en cohérence, toute l'assistance, justement, avec des gens qui ont des maladies chroniques qui pèsent beaucoup sur les coûts de la santé, de la gestion de la santé. Pour revenir toujours à ce discours du collègue qu'il faisait tout à l'heure, comme on est remboursé avec des chiffres moyens par personne, donc c'est beaucoup plus engageant, beaucoup plus difficile au niveau de l'assistance, vu les coûts supérieurs. C'est difficile de rester dans les limites. Ça, c'est les structures dont je m'occupe, moi, sur le territoire de Ferrara. Il y avait 4 hôpitaux, vous voyez, 3 spokes et un hub, une polyclinique universitaire. Oui. En Italie, par loi, les entreprises hospitalières universitaires ont un rôle propre à eux. Vous voyez, ça, c'est ce qu'on appelle les maisons de la santé dont je vous parlerai. C'est des structures territoriales nouvelles sur lesquelles on est en train d'investir de façon à ce qu'on ait une assistance de base, une assistance principale. Vous voyez, des OSCO, c'est les hôpitaux de communauté, des réseaux hospitaliers, des structures intermédiaires entre l'hôpital pur et les autres territoriaux. Il y a 2 hospices aussi pour la pathologie oncologique qui sont placées, une là-bas et une sur Ferrara, sur la ville. Comme vous voyez, c'est plutôt distribué comme assistance. C'est plutôt bien. Vous voyez, pas une chose très importante dont je vous parlerai. Où sont les médecines, où sont placées les médecines de groupe, les médecins de médecine générale, qui sont distribués sur tout le territoire. Les différences substantielles pour l'assistance du territoire et l'assistance hospitalière, en résumé, pour ne pas vous parler trop longtemps, l'hôpital est consacré pour les patients aigus. Donc, en phase aiguë, ils ont droit à avoir un hôpital, à avoir l'assistance. Tout le reste est territorial.
Donc tout ce qui est avant de l'assistance plus d'urgence en phase aiguë et du domaine territorial. Oui. Donc la prévention et tout est du domaine territorial. C'est les dynamiques sur lesquelles on est en train d'organiser la santé. Vous voyez, entre les choses qu'il y a dans le domaine territorial, l'éducation de santé, la médecine de prévention, diagnostic, soins et rééducation de premier niveau et urgence. Donc, nous, on doit faire sur le domaine des santé, on fait une partie du travail des soins qui s'appelle prévention et que dans le domaine hospitalier est très difficile après à gérer. Pour éduquer à la santé, c'est une tâche de la médecine primaire de base. Voilà l'éventail de l'offre d'assistance. Voilà l'ensemble des services qui caractérisent le territoire. La liaison, qui sont en liaison avec l'hôpital, reliés à l'hôpital. Oui. Et l'hôpital se relie avec l'autorité. Ça, c'est toutes les structures et les services qui servent pour l'assistance de base primaire. Voilà les médecins de médecine générale et les pédiatres de médecine générale, ceux qui sont conventionnés, qui travaillent, oui, qui ne sont pas employés du système. Les maisons de la santé, les hôpitaux, hospices et de communauté, les services sociaux, l'assistance domiciliaire, la santé mentale, les cabinets de consultation familiale, et qui sont aussi pour les pédiatres, et les structures résidentielles ou semi-résidentielles, sociales et sanitaires. Pour les patients, une fois qu'ils sortent de l'hôpital, à leur sortie de l'hôpital. Oui, alors comment ça se relie entre l'hôpital et l'autre? Alors, les urgences. Voilà, ça c'est la sortie. Alors, l'entrée, l'hospitalisation, secours et la sortie. De façon. Nous, on en travaille beaucoup sur ces deux points-là. On a une utilisation inappropriée des urgences. On a des coûts des personnes qui sont aussi... il y a trop de personnes qui sont dans les urgences. On a du mal à les gérer. Par exemple, les épidémies de grippe en janvier ou février. Il y avait des dizaines de milliers de personnes qui venaient aux urgences pour ça. Parce qu'il y avait des difficultés à avoir une sortie de l'hôpital justement protégée. La spécialité au niveau ambulatoire, ça signifie quoi? Tout ce qu'on fait en plus, demandé en plus par les médecins de médecine générale, pour approfondir, pour avoir un diagnostic, un bon diagnostic. Ça, c'est un travail qu'on fait ou dans le domaine hospitalier ou dans les polyambulatoires avec les spécialistes. Oui, donc les spécialistes au niveau ambulatoire, c'est une catégorie à part. Ils travaillent en collaboration avec la médecine de territoire. Oui, une équipe multiprofessionnelle et interdisciplinaire. Si on veut arriver à un certain niveau, de collaboration, il faut travailler ensemble. La clé, justement, de voûte, c'est le fait de travailler ensemble dans ce processus. Le parcours diagnostique et thérapeutique, c'est le système qui nous garantit, pour certaines pathologies et certains secteurs, de travailler tous ensemble pour un développement meilleur de l'assistance. Les réseaux cliniques intégrés, c'est comme un réseau local des soins palliatifs pour la gestion du patient. Ça, c'est une des choses qui caractérise et améliore ce qui est le tableau, disons, de travail de nos régions. Alors, les principes
plus important de l'assistance territoriale. Le citoyen et ses besoins, justement, qui sont au centre de l'assistance. Le modèle de la continuité d'assistance et le modèle des soins intégrés. Quelles sont ces parties? La continuité de l'assistance et cette partie, la continuité des soins, qui qualifie énormément l'assistance, ce qui veut dire que le patient n'est jamais abandonné. Au patient, on garantit un type d'assistance qui continue. Une fois qu'il a été pris en charge, le patient est suivi de façon continue et sérieuse. Surtout sur les pathologies chroniques, au niveau territorial, on est en train de faire certaines maladies qui sont représentatives, par exemple le diabète, oui, les problèmes cardiaques. On est en train de faire sur ces pathologies un travail important de médecine primaire. Pour la continuité des soins, quand le patient, par exemple diabétique, est pris en charge par une médecine de groupe ou une maison de la santé, ce patient est rappelé périodiquement, oui, par exemple tous les 3 mois ou tous les 6 mois, selon la pathologie. Voilà, on lui donne un rendez-vous, on l'informe d'un rendez-vous, on l'appelle pour un rendez-vous par la structure et qui ne savait même pas d'avoir réservé. On lui fait la visite, donc ce jour-là, on lui fait la visite du diabète cardiologique et oculiste. Tout une seule matinée. Ça, c'est ce qu'on appelle la continuité des soins. Sans qu'il ait à faire des démarches différentes qui lui créent trop de problèmes. Par exemple, si c'est un patient d'un certain âge qui a des problèmes pour se déplacer. La prise en charge, voilà, finalement, le modèle de la prise en charge, finalement, il est suivi, on l'appelle directement. La médecine d'initiative médecine d'initiative, c'est la structure, l'établissement qui appelle le patient, pas le patient qui doit demander. Et là, on voit la différence de l'assistance. C'est le patient qui est appelé par l'établissement et il est réservé déjà, sa place est réservée par l'établissement de soins. Donc la médecine d'initiative, c'est ça. Et réduire ce que sont les accès inappropriés à l'intérieur des urgences, du service des urgences. Ça, c'est très sérieux cet aspect. Moi, je suis médecin. En restant, par exemple, sur le diabète. Le diabète, il y a une quantité ça nécessite une quantité d'hospitalisation pour les conséquences de la maladie, problèmes vasculaires, problèmes des yeux, oculistes. Donc, c'est évident, pour prévenir donc, que ces pathologies se produisent, ces problèmes, voilà, on essaye d'éviter qu'ils soient hospitalisés de façon répétitive, si on y arrive. On est réussi dans de nombreux cas. Voilà, on a réduit de façon assez importante ce que sont les hospitalisations dans ces cas-là. Voilà, là, le case management. C'est une figure du côté infirmier, voilà, qui a en charge de suivre le patient dans ses différents passages et sur la partie des traitements aussi. Le case manager, tout au long de son parcours, il suit le patient. C'est important cet aspect. Le case manager a une relation non seulement avec le patient, mais avec sa famille aussi. On élargit ce qui est l'affaire d'influence de l'infirmier aussi à des rôles, à des figures différentes, nouvelles.
Ça, c'est une partie dont je veux parler, j'y tiens beaucoup, parce que c'est les relations qu'a le système sanitaire. En Italie, jusqu'à il y a quelques années, il existait des districts socio-sanitaires. Maintenant, on ne parle que des districts sanitaires. Le social appartient justement à la commune, à la mairie, quoi, enfin, au conseil. Donc, pour suivre le bien-être, la santé de façon globale, voilà, entre le social et le sanitaire. Donc, l'assistance est de toute façon sociale et sanitaire. On doit, de nombreux passages, à l'intérieur disons, des sorties de l'hôpital protégées. C'est important que ce soit l'assistance sociale aussi qui y soit, pour faire une évaluation globale de la situation, pas seulement du point de vue physique, mais du point de vue social, où il est intégré au moment où il sort de l'hôpital, le patient. C'est pour ça que je dis, ces effets-là, c'est important, les conditions sociales. Les conditions sociales, la proximité des services. Je comprends. En Italie, on avait l'habitude d'avoir des hôpitaux, même dans des pays très petits. L'histoire du pays, l'Italie, il y avait ces micro-hôpitaux, mais dans des endroits les plus impensables. Ça a été une des raisons, la lutte qu'il y a eu entre les techniciens et les politiciens. Il y a eu même des morts dans cette lutte. Ouais. Ça a apporté des fois avoir des services qui ne servent pas, en fait, ce qu'on a vu tout à l'heure dans la carte que je vous ai montrée sur le territoire de Ferrara. Pour revenir à ce décret DM70 dont je parlais tout à l'heure, ce décret ministériel, Ferrara a 4 hôpitaux, à 350 000 habitants et à 4 hôpitaux. Si on revient à ce décret 70, un hôpital hub de 2e niveau, oui, ok, bon, de 600 000, il peut y être. Mais les hôpitaux Spock qui ne devraient plus y être, malgré tout, sur le territoire de Ferrara. On a fermé 470 places dans l'hôpital, lits, parce qu'on a fermé 4 hôpitaux. Donc ce territoire, il y en avait 8 hôpitaux là, sur ce territoire, ce qui vous fait comprendre que la distribution de ces structures, de ces établissements n'était pas juste, n'était pas correcte, n'avait pas de sens. Quels sont les modèles d'organisation, la médecine de groupe ou les formes d'association des médecins de famille ou des pédiatres? C'est un paradigme essentiel. Et je reviens au discours tout à l'heure. Les médecins de médecine générale, les médecins de médecine primaire ne sont pas habitués à travailler ensemble. Et on a fait des accords nationaux sur cet aspect pour stimuler l'association, le fait voilà, la médecine en réseau, pour les solliciter, pour changer la façon de travailler de ces médecins. Ils ne travaillent plus tout seuls, ils travaillent ensemble, ils ont des possibilités d'interagir et de s'améliorer donc sur certaines questions. Et ça a amené à la prise en charge. Oui. Donc les médecines de groupe gèrent de façon directement. C'est un accord que j'ai signé, moi, l'année dernière, avec les représentations syndicales de la médecine, un accord jusqu'en 2020. Donc, on payera
aux médecins de médecine générale le nombre progressif de patients chroniques, par exemple diabète, problèmes cardiaques et tout, ils seront pris en charge par eux et ils ne seront pas de toute façon gérés de cette façon à l'intérieur des hôpitaux. Ça a beaucoup changé, ça. Et ils seront payés pour le faire. Les maisons de la santé dont j'ai parlé, les hôpitaux de communauté, c'est ce qu'on appelle les hospices et les réseaux, et les maisons de résidence pour les personnes âgées, les structures socio-sanitaires et d'assistance. Voilà, la médecine de groupe est sous forme associative, médecins en association, médecins en réseau, médecins de groupe. Médecine de groupe, c'est une nouvelle forme d'association de médecine générale. Quelles sont les fonctions de la médecine de groupe? Proximité des soins, service de la médecine de groupe. Oui, proximité des soins, donc être près le plus possible des patients. Service de médecine de groupe, de réservation, l'ambulatoire d'infirmières, pour les garder sous observation, mais de façon courte. Oui, ça c'est tout à l'intérieur de médecine de groupe. Ils ont 2-3 lits où pouvoir mettre leurs patients dans la journée, quoi, disons. Pas pour une journée entière. Ça pour pouvoir avoir une évaluation, la prise en charge effective, la gestion des pathologies chroniques. Oui, pouvoir profiter aussi de spécialistes. Voilà, ces spécialistes, certaines fois, sont déjà intégrés, surtout les cardiologues dans la médecine de groupe, ces spécialistes, parce que les cardiologues, c'est les problèmes qu'on a de plus importants. Ça, c'est un patient, par exemple, qui n'est pas complexe. Voilà, que fait la médecine de groupe sur un patient non complexe? La prévention, donc, de la santé, la réservation des examens, des visites, ou donc une partie administrative aussi, de gestion. Oui, là, c'est pour les examens du sang, pour faire les prélèvements. Voilà, l'activité d'infirmière ambulatoire, pour pansement, et les lits dont je vous parlais. Et puis, il peut y avoir le spécialiste pour les visites cardiologiques. Le patient plus fragile, par contre, oui, donc un patient qui a des conditions de santé qui sont assez difficiles, on peut l'envoyer vers l'hôpital. Par exemple, on peut demander qu'on l'intègre dans un hôpital de communauté avec des places. C'est en dehors de l'hôpital même. C'est pour des patients qui sont stabilisés. Donc, des patients qui sont sortis de l'hôpital, par exemple, on les traite au maximum, on fait des traitements 3 semaines. Donc, c'est le passage à travers les soins primaires, soins de base, domiciliaires, pour mettre les soins domiciliaires. Oui, parce que plus tôt il peut rentrer chez lui, mieux c'est. Le PUA. Oui. Il y a toujours des zones qui servent de filtre dans la médecine de groupe et entre tous les services qui sont reliés. Le PUA est le seul point d'accès. Point unique d'accès, c'est dit comme ça. Parce qu'à l'intérieur de ce filtre, en général, des infirmiers, des médecins et des assistants sociaux. Pour voir ce que je vous ai signalé tout à l'heure, la nécessité, une vraie intégration avec les services sociaux, qui est toujours une vraie intégration, qui sont là, vous les voyez. Ou bien on passe une unité d'évaluation gériatrique pour l'intégrer dans une structure, qui c'est une résidence pour les personnes âgées. Et puis ensuite, il y a le réseau des soins palliatifs qui sont l'hôpital, l'ambulatoire, l'hospice et le domicile. La maison de la santé, c'est des structures où il y a des professionnels, des espaces et des parcours, des professionnels divers. C'est pour intercepter la demande, qui sache déjà quoi répondre, la continuité des soins et la gestion de la chronicité. J'accélère.
Sinon, il faudrait rester très longtemps uniquement sur cet aspect-là, parce que c'est quelque chose d'essentiel là, pour l'assistance. Les structures territoriales qu'on est en train de mettre en place, justement, l'italien est un peuple, en général, qui a tendance à vieillir. On a une natalité très basse, peu d'immigration. Le thème, justement, de fond, on est un peuple qui a un vieillissement procévique et on aura de plus en plus de pathologies chroniques à gérer. Donc l'assistance territoriale est celle qui peut, de quelque façon, garantir qu'on fasse quelque chose de différent plutôt que d'aller à l'hôpital. En toute franchise et sereinement, parce que j'ai vécu cette chose. J'ai perdu mon père, donc j'en sais de quoi je parle. Une personne âgée qu'on amène à l'hôpital, la majeure partie des cas a des conséquences qui sont irréparables. Et ce n'est pas seulement des conséquences physiques, des conséquences, le fait d'être complètement sorti de son environnement, de sa famille. Il ne connaît pas l'endroit où on le met. Il a la possibilité d'attraper des infections à l'intérieur de l'hôpital. Donc, si on peut éviter d'utiliser les hôpitaux ou le limiter au maximum, je pense qu'on fait un très bon travail pour la santé. Voilà, la maison de la santé, une structure visible, intégrée dans le domaine territorial, dans le cadre du territoire, qui connaît très bien la population. Et il doit être, justement, avec les élus locaux, il doit être intégré et travailler avec les élus locaux, où on fait une activité de soins, des visites sociales aussi. Ça doit être quelque chose de très nouveau dans le paradigme de l'assistance sociale italienne. Voilà. La multiprofessionnalité, un maternage vers la communauté, c'est tout des opérations qui caractérisent cette structure de façon différente par rapport à ce qu'on faisait jusqu'à maintenant. Voilà, c'est pour ça qu'on a besoin de la collaboration des élus locaux. Je voulais vous signaler ça. Prévention et éducation à la santé. Pendant des années, on a parlé de prévention. On en parle même de façon incongrue, parce qu'il y a peu de faits qui suivent les mots. Mais si on veut utiliser vraiment ce concept de la prévention dans le domaine de la santé, il faut investir. Et en investissant sur ça, surtout sur les patients eux-mêmes, en commençant à les responsabiliser sur comment gérer sa propre santé. Ces choses, on les avait jamais fait. On en paye les conséquences maintenant. Parce que, par exemple, les enfants italiens sous les 12 ans, c'est les enfants qui sont plus obèses, plus gros que dans toute l'Europe. Donc, l'éducation alimentaire, d'abord. Ça signifie qu'on n'a pas fait la prévention dans le sens de leur dire de bouger, de faire des sports. C'est tout des choses qu'on aurait dû gérer et qu'on n'a pas gérées. Maintenant, on est en essayé de récupérer là-dessus. Voilà, une évolution ultérieure de la médecine de territoire, ce que j'ai déjà signalé, un concept très important, la continuité des soins. Pour moi, c'est très important, je reviens toujours, ce dont j'ai parlé tout à l'heure, je reviens toujours à ça. Voilà, la continuité des soins. Qu'est-ce que ça signifie, la continuité des soins? Être suivi avec une approche multi- et interdisciplinaire, le médecin de médecine générale, l'assistante sociale, l'infirmier, les case managers, les spécialistes, qui permettent l'intégration
eux, ils peuvent, toutes ces personnes ensemble, ils peuvent générer cette continuité des soins en donnant une assistance continue, une succession sans un suivi sans interruption de partout, avec des précessions. Oui, ce que je vous ai dit tout à l'heure, le fameux case manager qui est un infirmier, qui a des compétences cliniques et de manager. Un infirmier. En général, il est dans un service hospitalier, ce case manager. Par exemple, la médecine ou les longs séjours. C'est lui qui organise la dimension protégée du patient, celui qui suit tout ce qui sera à la sortie, donc à la sortie quand il sort de l'hôpital, pour récupérer les aides, tout ce qu'il a besoin. Par exemple, oui, par exemple, je ne sais pas, une personne âgée qui sort de l'hôpital, il aura besoin d'une aide, d'une prothèse, de choses que l'hôpital ne lui donnera pas. Et l'infirmier se servira il s'occupera de ça. Le case manager s'occupe de parler avec la famille, de leur donner la possibilité de pouvoir suivre leurs personnes, leurs parents, leurs proches de la bonne façon. Souvent, les patients sortent de l'hôpital et ils sont complètement oubliés. Ils ont une absence totale de référence, de point de repère. Par exemple, les couches qu'on donne pour les personnes âgées, on distribue les couches. S'ils sortent de l'hôpital, voilà, un samedi matin par exemple, sans avoir une idée de ça. Et oui, ça devient très difficile. Il ne sait pas comment les récupérer, comment s'en sortir. Voilà, alors la sortie protégée. Alors, les patients, il y a différentes pathologies. Patients fragiles, ça peut être une personne qui sort de l'hôpital avec des conditions cliniques difficiles, mais pas aussi en dehors du contrôle. Un besoin, disons, contenu, limité. Et ce besoin contenu a besoin de toute façon des soins continus et doivent être quand même prolongés dans le temps. Ces sujets qui ne sont pas nécessairement dans des conditions cliniques particulièrement graves. Mais peut-être ils peuvent avoir une fragilité sociale. Par exemple, le patient qui est seul, âgé, qui doit être seul chez lui, par exemple. Par exemple, celle difficile, par contre, la sortie de l'hôpital difficile, la gestion. Par exemple, qui a eu des conséquences d'un fait particulièrement grave. Par exemple, il sort de l'hôpital et il ne peut pas s'en sortir tout seul. Voilà, ils peuvent trouver dans les structures dont je vous ai parlé tout à l'heure des points de repère ou des références. Voyez, voilà, elle est faite de cette façon-là. Tout est autour du patient qui est là, le médecine générale, les structures d'accueil, le caregiver, le donneur de soins, le personnel du service hospitalier et les services territoriaux sociosanitaires. Les objectifs, justement, centraux de cette sortie de l'hôpital et la continuité des soins, pour sortir des difficultés qu'on avait au moment où le patient sortait de l'hôpital. On a créé 4 centres, un centre pour chaque hôpital. Dans cette bureau central des sorties, donc il y a un médecin de médecine générale, l'assistant social, l'infirmier. Parce qu'au moment où il sort, tout doit être clair pour lui. La situation à laquelle il va affronter.
Ça, c'est fait encore à l'intérieur de l'hôpital, dans cette centrale des sorties. On les a développés entre mai et ces derniers mois, et on a eu une très bonne réponse. Parce que les patients ne se sont pas sentis mis à l'écart, mais se sont sentis aidés. Un modèle de cette centrale des sorties. Vous voyez, une référence unique, multiprofessionnelle. Donc avant, il y a les hôpitaux et en dehors, il y a toute la partie des réseaux territoriaux. Un modèle en réseau. Vous voyez toutes les figures de spécialistes qui servent, donc le territoire, l'hôpital et les services sociaux. L'équipe multidisciplinaire, le coordinateur d'infirmiers, care manager, le gériatre, assistante sociale, et ils produisent une réponse. Les avantages, je vous l'ai dit, je suis allé très rapidement, mais bon, le sens de ce choix est celui de créer une condition d'accueil du patient. Et la centrale de sortie est ce système qui sert pour ça et a résolu beaucoup de problèmes. Je voulais vous faire voir ça. La valutation doit être faite 48 heures après l'hospitalisation du patient. Donc, une fois que cette commission s'est réunie, donc voilà, on décide à ce moment-là de la destination finale. Donc, le système est très opérationnel de ce côté-là. Pour la famille, c'est le avantage d'être... Les familles ont eu des réponses très importantes à partir de ce système. Ils se sont sentis pris en considération. L'articulation territoriale de ces CDCA, l'objectif primaire, et ça, c'est toujours l'assistance domiciliaire. Si on peut, voilà, il faut amener le patient chez lui à domicile. C'est le lieu préféré pour n'importe quelle personne. Je finis. Voilà, avec ces professionnels. Ils font l'éducation de la santé et la responsabilisation du patient sur son propre état de santé. Merci beaucoup. Bonjour.